Mesdames et messieurs, donc rebonjour. Merci d'être aussi nombreux pour ce dernier débat de la matinée dont le thème comment renforcer la sûreté sans gêner les passagers et faire exploser la facture est tout simplement vital pour le transport aérien. Car à l'heure où la menace terroriste est devenue structurelle, ces trois volets de la sûreté que nous allons traiter sont fondamentaux pour non seulement assurer la protection de l'aviation civile, mais aussi pour accompagner la forte croissance du trafic qui, on le sait maintenant, double structurellement tous les 15 ans. Ceci tout en respectant des conditions économiques acceptables pour les opérateurs pour ne pas plomber leur compétitivité. Le niveau extrêmement élevé de la sûreté dans l'aérien est une réalité, surtout si on le compare avec celui d'autres secteurs des transports. Il n'est néanmoins pas sans faille et n'enlève rien aux menaces. Elles sont nombreuses et nouvelles, car hélas, dans ce domaine, l'innovation est du côté des terroristes. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Edouard Arkwright, à gauche, directeur général exécutif du groupe ADP en charge du développement, de l'ingénierie et de l'innovation. À sa droite, Alain Battisti, président de la Fédération nationale de l'aviation marchande et président de la compagnie Chalair, et Vincent Capo-Canellas, député maire du Bourget, grand spécialiste de cette question, puisqu'il a remis l'an dernier un rapport au Sénat intitulé « 16 recommandations ». Oui, excusez-moi. 16 recommandations pour une sûreté de l'aviation civile efficace et efficiente. Première question pour vous, Monsieur Battisti. La sûreté aérienne est déjà à un niveau très élevé. Faut-il encore la renforcer ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est une question assez fondamentale. En tant que passager, évidemment, j'y suis personnellement sensible. En tant qu'opérateur aérien et représentant d'une profession exposée, c'est une préoccupation permanente. Je crois que le niveau qu'on a aujourd'hui, c'est un des niveaux les plus élevés qu'on puisse connaître. Est-ce qu'il y a encore une possibilité de l'élever ? Oui, bien sûr. Maintenant, à quel prix et pour quel objectif ? Ça, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un niveau aussi élevé ? D'abord, aujourd'hui, c'est parce que malheureusement, l'aérien, à la différence d'autres modes de transport, a une expérience aujourd'hui assez ancienne. Quand j'étais gamin, la télévision était encore en noir et blanc. Et il y avait déjà les détournements d'avions qui brûlaient ensuite dans le désert. J'ai vu le détournement d'Antébé à la télévision, et ainsi de suite. Ça veut dire que la courbe d'expérience de notre profession, au niveau planétaire, est assez élevée. Ancienne, et c'est vrai qu'on a réussi à mettre un certain nombre de boucliers au fur et à mesure des années, en France et puis bien sûr internationalement, qui permettent d'avoir une sûreté aérienne qui reste aujourd'hui un bouclier très efficace. Alors, notre responsabilité, c'est de savoir si nous sommes prêts à continuer d'accompagner l'évolution de la menace. C'est ce que c'était dans votre préambule, parce que cette menace, elle évolue sans arrêt. Et donc on doit toujours être en avance de phase par rapport aux menaces et aux risques. Est-ce qu'aujourd'hui on anticipe correctement les menaces de demain ? C'est une question fondamentale. Est-ce qu'on a les bonnes procédures ? Est-ce qu'on a les bonnes compétences ? Est-ce qu'on a les bons outils techniques ? On a eu une évocation il y a quelques instants de nouveaux outils techniques. C'est évidemment une question permanente. Est-ce qu'on a un personnel adapté et formé à ces évolutions ? Parce que ce que l'on fait aujourd'hui, est-ce que c'est efficace, tout simplement ? Et la difficulté, souvent, c'est qu'on évolue par bond. Et on le sait qu'aujourd'hui, en particulier en cas de crise, il y a une telle capacité émotionnelle autour d'une crise, on l'a vu à l'aéroport de Bruxelles, qu'on est capable d'imaginer des mesures qui seraient certes efficaces en termes de communication, des mesures nouvelles, mais qui ne seraient pas forcément applicables, intelligentes et pérennes. Donc on a une complexification à la fois de notre environnement réglementaire, de la menace, de son évolution, avec une exigence européenne qui définit les grands cadres, ensuite des exigences françaises qui affinent et qui rajoutent un certain nombre de points. Et rarement on se pose la question du coût, du rapport coût-efficacité du système. Aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure, mais les sommes qui sont en jeu, en particulier en France, sont absolument colossales. Et moi, je voudrais quand même attirer l'attention tout de suite sur le coût de la sûreté en France, qui représente une moyenne, alors on a calculé sur les aéroports, de plus d'1 million de passagers. Mais aujourd'hui, on a un coût de la sûreté et des dépenses consenties qui sont de 35% plus élevés que la moyenne européenne.
Donc, effectivement, on peut se poser la question du niveau de la sûreté, mais aussi de son efficacité et de son coût. Monsieur Arkwright, je vais vous poser exactement la même question qu'Alain Battisti. Je poserai la même à monsieur Vincent Capo-Canellas. Faut-il la renforcer, la sûreté? Parce qu'il y a un débat. Certains disent c'est tellement élevé que bon, ça ne sert à rien. Bon, d'abord, bonjour à tous. Je vais constater que notre secteur est probablement le secteur qui est le plus sensibilisé, mais également qui a le plus d'ancienneté et d'expérience par rapport à ces enjeux de sûreté. Quand on voit les autres domaines du transport, en général, le transport aérien a, par son histoire, par les événements auxquels Alain Battisti a rappelé, auxquels il a été confronté, a un temps d'avance. Et donc, ça permet un temps d'avance, y compris dans l'innovation, dans la mise en œuvre, dans les processus, on va y revenir, mais y compris dans le fait que nous puissions en débattre avec les autorités compétentes pour apprécier cette menace, que sont les services compétents de l'État, à différents niveaux, au niveau national, au niveau communautaire, dans un dialogue parfois transatlantique, comme ça a été récemment. Et donc, cette question du renforcement, je ne peux pas seul y apporter la réponse. Ce que je dis, c'est que nous, on doit être prêts à mettre en œuvre ce qui serait décidé. On doit être prêt à contribuer à la discussion sur d'éventuelles nouvelles mesures et à le faire dans un niveau de technicité, d'apaisement par rapport à la sensibilité du sujet qui permettent de prendre de ne pas prendre de mauvaises décisions et, je l'espère, de prendre de bonnes décisions. Ça, c'est la première chose que nous devons faire. La deuxième chose que nous devons faire, c'est appliquer ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut être très humble en la matière. Je pense qu'on essaye de faire du mieux possible. Le transport aérien a montré ces dernières années combien il avait été efficace, y compris dans la détection d'un certain nombre de menaces, y compris pour éviter un certain nombre d'événements regrettables. Il y en a quand même eu. Et donc, c'est tous les jours, avant de la renforcer, c'est tous les jours que nous devons la mettre en œuvre. Donc, on est capable d'en parler, d'en dialoguer, d'expertiser, de travailler, d'imaginer, sous les conditions qu'Alain vient de rappeler. Et surtout, on doit la mettre en œuvre tous les jours. En tout cas, je ne pense pas que la tendance soit à l'assouplissement. Vincent Capo-Canellas, qu'en pensez-vous? Bien, bonjour à tous. Je crois d'abord que c'est un domaine dans lequel on doit être en perpétuelle interrogation, en perpétuelle vigilance. Edouard, comme Alain vient de le dire, c'est un sujet sur lequel il faut être particulièrement humble et toujours conscient que les terroristes essayent de trouver la faille. Le transport aérien, on le sait, a historiquement toujours été une cible, c'est connu, et donc a développé des modes de défense, et la sûreté en France me paraît être évidemment d'un bon niveau. Pour autant, il y a deux risques. Le premier sujet, c'est d'éviter l'effet un peu ligne Maginot, c'est-à-dire de penser que notre système, la défense en profondeur est suffisamment évolué et qu'il ne faille pas bouger. Et puis le deuxième risque, c'est sans doute aussi l'empilement des procédures. On a parfois tendance à dire on va rajouter telle mesure supplémentaire sans forcément interroger le système antérieur. Donc on a un peu un effet de sédimentation. Sur le constat, je pense que l'ensemble des acteurs sont particulièrement mobilisés. L'État l'est également. Il y a quand même des risques nouveaux qui viennent. On a vu que la question de la sécurité dans les aérogares était un élément supplémentaire, je pense, avant les contrôles, un élément nouveau. Dans les difficultés que nous avons aujourd'hui, il me semble qu'il y a un sujet quand même, c'est qu'on a du mal à déterminer tout simplement qui est le patron. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs, notamment dans les services de l'État, qui interviennent dans ce sujet-là. Le ministre des Transports est chef de file, mais quand il y a une crise, c'est le ministre de l'Intérieur qui prend la main. Et quand vous regardez, il y a au moins une douzaine de services de l'État qui sont plus ou moins acteurs de la sûreté. Donc j'ai commis un modeste rapport il y a quelques mois. Pour tout vous dire, j'avais commencé à regarder le sujet sous l'angle d'abord des coûts, en me disant c'est un élément qui pèse sur la compétitivité du pavillon français. Et puis évidemment, comme il y a eu les attentats, j'ai surtout regardé l'efficience du système. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que l'État doit aussi faire évoluer son système parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et il me semble qu'il faut aujourd'hui être en perpétuelle interrogation, analyse de l'évolution de la menace et, me semble-t-il, moins de lourdeur pour pouvoir s'adapter
et le faire en temps réel. Voilà. Les terroristes évoluent, on l'a évoqué. Il y a aujourd'hui les manpads, il y a les drones malveillants qui peuvent se développer, la cybersécurité, les hackers. Donc il y a ces menaces nouvelles. Je les évoque parce que, évidemment, on a en tête ce qui a pu arriver dans différentes aérogares, qui était plutôt, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, du terrorisme un peu basique. Hein. Voilà. Mais il faut se dire qu'il faut faire face à ces éléments-là et anticiper aussi, parce que les terroristes évoluent et on sait qu'ils ont aussi eux-mêmes des hackers. Voilà. Bon. Le système évolue, il y a des missions sur les vols entrants, par exemple, parce qu'on regarde nos aéroports, mais évidemment, ça peut être aussi des vols qui arrivent de pays qui sont aujourd'hui exposés. Sur l'ensemble des process aussi, on en parlera sans doute tout à l'heure, il y a des évolutions technologiques qu'il nous faut prendre en compte. Donc, voilà, je crois qu'on a un bon système aujourd'hui, mais il faut veiller à le faire évoluer, poser la question de la gouvernance, parce que c'est trop éclaté dans les services de l'État. Poser aussi sans doute la question d'un meilleur dialogue avec l'ensemble des intervenants qui sont partenaires des services de l'État, mais qui sont ou partenaires aéroportuaires, ou les compagnies, ou tous les intervenants dans la sphère privée aussi. Il y a besoin d'avoir un système, me semble-t-il, mieux organisé de ce côté-là. Voilà. Mais je reviens surtout à la question centrale. Aujourd'hui, quand même, système trop éclaté. Monsieur Arkwright, le mot technologie a été employé. Renforcer la sûreté sans gêner les passagers passe forcément par l'innovation. Quelles sont les mesures, les technologies justement, qui sont ou qui vont être déployées pour améliorer la sûreté et la fluidité? Nous avons eu un exemple précédemment. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors oui, il y en a d'autres. D'abord, je pense qu'il faut marteler ce que vous avez dit rapidement. Quand on a un trafic qui augmente comme il augmente, 5% à Paris depuis le début de l'année, et qu'on a des mesures de sûreté, on vient de le dire, ou de sécurité qui ne vont pas aller en s'affaiblissant, ce n'est que dans l'innovation et la technologie qu'on trouvera la manière de moins gêner les passagers. Juste pour illustrer le propos, depuis le début de l'année à Orly, on a un nombre d'occurrences de temps d'attente, par exemple pour passer la frontière, qui deviennent insupportables pour nos passagers, au-delà d'une heure, au-delà même de 90 minutes dans un certain nombre de cas. Et donc, on ne va pas solliciter trop longtemps la patience de nos clients et la patience de nos passagers. Donc, il n'est même pas discutable que nous devons investir dans la technologie, dans l'innovation, pour pouvoir accompagner la croissance du trafic et tout en accompagnant la croissance des exigences de sûreté et tout en accompagnant la légitime attente de nos passagers à avoir un parcours fluide, agréable, rapide. Voilà. Ils peuvent être compréhensifs pendant 3 mois après un attentat. Ils ne le seront pas si jamais ça dure 3 ans. Et or, on l'a vu, la tendance ne va pas en s'affaiblissant. Donc, ce ne sont pas les idées ou les technologies qui manquent. Je rappelle pour chacun dans la salle qu'on distingue traditionnellement la sûreté, qui est principalement l'inspection filtrage pour le passager. Et donc le fait qu'on vous demande de passer sous des portiques et de retirer un certain nombre de choses, de la sécurité, qui elle est davantage relatif aux biens et aux personnes, et en l'occurrence pour ce qui nous concerne, le passage de la frontière. Sur le passage de la frontière, qui est aujourd'hui le point le plus défaillant, à court terme, la réponse c'est l'industrialisation des SAS PARAF, et donc des SAS qui permettent d'interroger les bases de données du ministère de l'Intérieur et de vérifier que vous êtes bien le titulaire du passeport, par de la reconnaissance digitale pour l'instant, faciale l'année prochaine. Et il y aura 39 SAS PARAF à CDG et à Orly d'ici la fin du mois. Il y en aura 87 d'ici le début de l'année prochaine. Et le tout avec des technologies qui sont un peu meilleures que celles qu'on a en digital et qui seront encore améliorées l'an prochain. Deuxième exemple, là je suis dans le domaine de la sûreté, donc quelque chose qui n'est pas encore fait. La question, pareil, on a vu un exemple d'innovation là sur les explosifs. La question du multiplexage, c'est-à-dire la capacité non pas d'avoir des opérateurs devant chaque écran au bout de chaque ligne d'inspection filtrage, mais d'avoir un centre unique qui permette de surveiller et de contrôler un certain nombre d'écrans et de points de ligne de manière permettant de gagner du temps, notamment dans le passage de l'inspection filtrage. C'est une
c'est une innovation qui va être mise en œuvre et qui sera industrialisée dans les prochaines années. La question des drones, troisième exemple, pour ceux qui seront au Salon du Bourget, au Salon international de l'air et de l'espace la semaine prochaine, nous présenterons avec la DGAC une expérimentation de radar anti-drone qui est assez impressionnante sur la capacité à détecter et à empêcher des intrusions de drones sur des espaces aériens ciblés. Voilà 3 exemples dans 3 domaines différents qui ne sont pas des exemples à 3 ans, c'est des exemples à 3 mois. Monsieur Battisti, que pensez-vous justement de ces exemples? Est-ce que vous préconisez d'autres mesures? Moi, je voudrais d'abord remercier Edouard d'avoir axé sa préoccupation sur le passager. Parce que fondamentalement, un aéroport, une compagnie aérienne vit parce qu'il y a des passagers, que l'expérience client, pour utiliser une expression actuelle, elle est fondamentale. Aujourd'hui, il y a une acceptabilité relativement bonne par le passager de toutes les mesures, j'allais dire de toutes les tortures qu'on lui impose à l'inspection filtrage. Je ne suis pas certain que s'il y avait une réduction de la menace, moins d'événements dans le futur proche, que cette acceptabilité se poursuive. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup voyager à titre personnel, il y a quelquefois des expériences qui sont quand même extrêmement désagréables, notamment pour des personnes âgées, des gens qui ont des mobilités réduites et ainsi de suite. Donc on est aux limites de ce qui est acceptable pour le passager et on risque de le détourner de l'avion tout simplement. Bon. Se pose un autre problème, c'est de la sécurité et de la mise en comparaison de la sécurité avec les autres moyens de transport, puisqu'on est quand même aujourd'hui en France, en particulier sur le court et moyen courrier, en concurrence directe avec le train. Et on sait que la sécurité dans les gares est égale quasiment à 0, et pourtant on l'accepte, ce qui est assez incroyable. Et on sait que les grands attentats récents ou de la dernière décennie ont souvent eu lieu dans les trains avec des efficacités absolument incroyables. Bon. Alors maintenant, la réponse, elle est dans les process, elle est dans la technologie. Edouard l'a expliqué. Il y a des gros investissements qui sont réalisés, en particulier en France, à Charles de Gaulle et à Orly. Il faut aussi que derrière, on développe de nouvelles compétences ou qu'on améliore les compétences existantes sur le plan humain. Parce qu'il y a aussi beaucoup de techniques de profilage, de suivi de l'individu, des individus depuis le parking, depuis la station de métro, la station RER, jusqu'à l'aérogare, ensuite à l'inspection, filtrage, etc. Et toutes ces techniques sont fondées sur la technologie, mais aussi sur l'homme. Donc il faut remettre l'homme et son jugement dans le système et pas penser qu'il suffit d'ouvrir un sac à main pour que ça fonctionne ou le passer dans un X-ray. Aujourd'hui, il y a des techniques. Ce que je remarque, c'est qu'il y a une certaine difficulté, notamment au niveau des moyens de l'État, de traiter, y compris de traiter les informations qui sont déjà disponibles, en particulier la liste de passagers, la PNR. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une grande difficulté informatique à traiter toutes ces informations et qu'elles sont quelquefois mal traitées. Donc on a un investissement humain, un investissement technologique qui doit être poursuivi parce que sans ça, on va arriver à une congestion. Et la congestion va détourner le passager et donc va créer un vrai problème. C'est valable en France, c'est valable aux États-Unis, c'est valable dans beaucoup de pays. Il y a le point de passage aux frontières, puisque vous le savez tous, on n'applique plus les règles Schengen, hein, donc on a des contrôles systématiques. Aujourd'hui, c'est devenu douloureux d'aller à Francfort en avion. C'est incroyable, quoi. Et ça c'est pas acceptable à long terme. Même si aujourd'hui, tout le monde l'accepte, les opérateurs, les passagers. Monsieur Capocanellas, plusieurs mesures ont été non évoquées, figurent dans votre rapport. Est-ce que vous en recommandez d'autres? Je pense que d'abord vous posez le bon problème, c'est-à-dire avoir un niveau de sûreté élevé, pas dégrader le confort du passager et puis garder l'attractivité du transport aérien. Parce que c'est vrai qu'il y a deux effets. Enfin, il y a un problème de fluidité et puis un effet repoussoir aussi au bout d'un moment. Bon. L'innovation, c'est ce qui va permettre, je pense, de réguler à la fois les coûts et ces questions de sentiment qu'a le passager qu'on additionne des mesures qui sont intrusives et qui sont gênantes, et puis surtout la perte de temps.
Bon, il y a des choses qui ont déjà été faites, Edouard Arcarac en a cité un certain nombre. Je veux aussi dire qu'on peut évoluer quand même sur un contrôle différencié des passagers. Ça n'est pas dans notre culture, ça existe à l'étranger. Moi, j'ai plaidé pour qu'il y ait une expérimentation sur ce point-là. Ça peut poser des questions, il ne s'agit pas de tomber dans la discrimination, mais avec un questionnaire simple aussi, on peut parfois, plutôt que d'avoir le même type de contrôle pour chacun, avoir aussi un contrôle différencié. Il y a l'analyse comportementale, il y a la reconnaissance faciale qui ne me semble pas être à un degré de maturité encore tel qu'on puisse forcément facilement la mettre en œuvre, et qui peut aussi poser un certain nombre de problèmes et techniques de constitution de fichiers et de questions juridiques sur lesquelles il faudra que le Parlement se penche à un moment donné. Mais c'est ce sens-là qu'il nous faut effectivement regarder et suivre. C'est vrai que pour le passager, c'est un tout. Et les mesures de sûreté, les mesures de passage aux frontières aussi, ça doit être un continuum. Bon. Il y a un paradoxe, c'est que sur le financement, on y viendra peut-être. Aujourd'hui, on n'a pas mis les bons leviers aux bons endroits. Le passager, paraf, compte autant pour lui que l'inspection filtrage. Voilà, bon. Et donc là-dessus, il y a un effort qui est fait, qu'il faut saluer, qui est d'ailleurs fait par Aéroport de Paris, parce qu'il est curieux qu'on ait entendu l'ancien président de la République annoncer il y a quelques mois que paraf allait se développer. Je ne sais pas si on lui avait indiqué que ce n'est pas lui qui payait. Hein. Bon, voilà. Donc l'État, quand même, aussi devrait parfois remettre de l'argent aux bons endroits. Voilà. Donc, mais moi, je crois à l'innovation. Il y a un problème aussi, c'est de savoir à quel moment on va faire basculer l'innovation dans le systématisme, c'est-à-dire de regarder si un certain nombre de process, et ADP a développé aussi des systèmes de filtrage, d'inspection sur les chaussures. Alors, on a trouvé des solutions aussi pour le corporel sans que ça soit là aussi intrusif. Voilà, au bout d'un moment, tout ça peut se déployer. Mais il y a un sujet aussi entre l'innovation et le passage au quotidien des passagers qu'il faut bien regarder parce qu'à un moment donné, il y a une maturité et ça fonctionne. Mais on n'y est pas toujours. Et je crois que la démarche qui a été engagée va, me semble-t-il, dans le bon sens. Voilà. Il faut aussi qu'on admette qu'on fasse évoluer parfois certains textes pour permettre que ces innovations soient mises en œuvre. Monsieur Arkwright, sans même parler de la question financière que l'on va aborder dans quelques minutes, y a-t-il des freins ou d'autres freins à la mise en place de ces nouvelles technologies? Tout à l'heure, vous avez parlé de... Il y a peut-être des leviers d'accélérateur plus que des freins. Moi, j'ai cité un exemple. On a des gens qui sont de bonne volonté. Le problème qu'on a, et ça vient d'être dit, c'est qu'on est de très nombreux intervenants. Et donc, à un moment, la solidité d'une chaîne ayant celle du maillon le plus faible, si jamais à un moment, les tuyaux qui permettent aux bases de données du ministère de l'Intérieur d'être interrogées ne sont pas suffisamment larges, s'il n'y a pas suffisamment de capacité des serveurs, on pourra mettre tous les SAS paraf qu'on veut, ils ne seront branchés à rien et le passager, il n'aura eu aucun gain. Donc, on a des interlocuteurs qui sont tous de très bonne volonté. L'accélération, ça serait si on était capable peut-être d'avoir un coup d'avance ensemble. C'est-à-dire qu'on est capable de se mettre ensemble pour gérer une urgence, ça, il n'y a pas de problème. Mais se mettre ensemble pour avoir un coup d'avance. Alors, qu'est-ce que ça peut être le coup d'avance? C'est de se dire, il faut qu'on aille vers des aéroports sans file d'attente. Un aéroport dans lequel on se dise, nos passagers, ils vont avoir un temps incompressible qui va être la distance physique, qu'ils auront toujours à parcourir, à pied ou en électromécanique, mais qu'ils auront toujours à parcourir. Peut-on mettre à profit ce temps, qui sera toujours incompressible, pour interroger, par exemple, les bases de données que j'évoquais tout à l'heure, et faire en sorte que vous vous signalez d'une manière en rentrant dans l'aéroport, vous vous signalez d'une autre manière en rentrant dans l'avion et en embarquant. Et entre le premier et le deuxième acte, vous avez marché, vous vous êtes détendu, vous avez éventuellement pris un verre dans un restaurant ou vous avez fait d'autres choses, mais on ne vous a pas imposé de vous arrêter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faut que des process qui vont être des process liés à l'enregistrement et l'embarquement, donc qui relèvent des compagnies avec le gestionnaire d'infrastructure, des process qui relèvent du passage des frontières, qui relèvent de plusieurs services du ministère de l'Intérieur en lien avec le gestionnaire d'infrastructure, puissent converger vers des solutions technologiques permettant de les rapprocher. Ce n'est pas inimaginable ce que je viens de décrire comme vision.
probablement que d'ici 5 ans, vous aurez des aéroports qui sont capables de faire ce que je viens de dire. Et donc, peut-être que l'accélération, ça serait de pouvoir aborder ensemble des projets comme ceux-ci. D'améliorer les serveurs du ministère de l'Intérieur. Monsieur Capocanelas, on va parler maintenant du financement. Dans le modèle actuel du financement de la sûreté aéroportuaire en France, les coûts de sûreté sont financés par la taxe d'aéroport, payée par les passagers et in fine absorbée par les compagnies aériennes dans le prix du billet. Les coûts de sûreté s'élèvent à 800 millions d'euros à peu près en France. La taxe s'élève à 9 euros dans ces eaux-là par passager. Et il y a un mur d'investissement qui se présente avec l'installation d'ici à 2020 des détecteurs d'explosifs de standard 3 en soute qui lui-même coûtera également 800 millions d'euros. Faut-il changer le modèle et faire payer quelqu'un d'autre ? Alors on est sur un sujet qui a été identifié parce que le standard 3 c'est pour 2020 et l'annonce elle date un petit peu. De 2008-2009. La France a quelquefois tendance à pousser un peu les sujets devant. Et dans ce domaine-là comme dans d'autres, c'est souvent lorsqu'on est à quelques années de l'obstacle, lorsqu'il faut vraiment qu'on trouve la solution, que l'ensemble des acteurs finissent par se mettre autour de la table et qu'on finit par trouver un mode de régulation qui permet de passer l'obstacle jusqu'au moment où on arrive à l'obstacle suivant. Voilà. Je pense qu'il faudra un jour s'interroger quand même sur la stratégie globale, sur le mode de régulation du secteur et sur comment on fait face justement à ces difficultés de régulation économique et de financement. D'abord, on a un sujet, c'est que on pourrait se poser la question de savoir si c'est pas du régalien pur. On y viendra. L'État n'est pas dans la situation financière la plus optimale, dirons-nous. Il est même assez largement impécunieux. Et donc on a un système qui existe avec ce financement qui repose finalement sur les compagnies et sur le billet d'avion. C'est vrai que l'un des sujets, c'est que ce financement, jusque-là, n'est pas apparu extrêmement transparent et est apparu un petit peu déresponsabilisant. Bon. Le législateur est intervenu, il y a eu 2 évolutions, on va vers un système où quand même maintenant on regarde un petit peu mieux ce qui va rentrer dans la dépense. Hein. Et la DGAC fait des efforts aussi de contrôle pour vérifier que la dépense est bien en adéquation avec son objet. Ça pèse sur la compétitivité des compagnies. Et effectivement, il y avait un sujet sur lequel je me suis permis d'alerter, mais je pense que depuis, la réflexion a progressé. Sans doute que les opérateurs qui sont autour de moi pourront en parler mieux que moi là-dessus. Mais bon, voilà, on voit bien que, le passage au standard 3, il y a à peu près 800 millions d'euros à trouver. Grosso modo, plus ou moins 500. Après, il y a une partie qui est sur l'île de France. 500... Il y a une partie qui concerne d'abord les infrastructures, parce que standard 3, ça veut dire des équipements plus lourds, plus volumineux, donc il y a un problème de génie civil. Donc il y a une répartition à faire entre aéroports et le financement par la taxe. Et puis aussi, on a quand même les évolutions qui ont été évoquées tout à l'heure, qui font que, grosso modo, on arrive sur un système où le coût commence à exploser. Hein. Voilà. Donc pour mémoire, je l'ai dit tout à l'heure, moi j'étais rentré sur le sujet en me disant comment maîtriser les coûts. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que c'était quand même pas le plus simple à faire parce qu'on était plutôt en train d'additionner les mesures sur ça. Voilà, donc c'est un petit peu le sens de la démarche. Alors après, il y a des choses qu'il faudra qu'on revoie. Il y a une péréquation qui est faite au profit des aéroports dits de province aussi, qui fait qu'on taxe plus sur les aéroports parisiens. Je pense que c'est une question qu'il faudra poser parce qu'on voit bien quand même que les grands aéroports constituent des cibles majeures et que c'est sans doute là que le niveau de sûreté doit être le plus renforcé. Mais je ne sépare pas ça de l'économie globale du secteur. Et à mon avis, ça pose quand même la question de la régulation d'ensemble. Si je me souviens bien, vous aviez évoqué une taxe sur le chiffre d'affaires des commerces en aéroport, justement pour financer ce mur d'investissement. Donc, est-ce que vous maintenez votre proposition ? Alors, il y a plusieurs leviers. D'abord, les évolutions technologiques qui ont été évoquées doivent sans doute permettre d'améliorer la productivité. On est quand même sur un domaine où, de mémoire, il y a 70% de la dépense, en gros, qui est aujourd'hui de la charge salariale. Bon.
Donc il y a un sujet qu'il faut qu'on regarde. Ensuite, on peut faire appel à l'État, mais je vous ai dit quand même que l'État était impécunieux. Et puis enfin, il y avait une réflexion dans ce cas-là aussi, qui était de se dire, si on estime que les compagnies ne peuvent pas assumer la dépense, la question c'est de se dire, est-ce qu'on élargit l'assiette ou pas? Voilà. Donc, alors après, on est dans un système aussi qui est un système d'économie un peu fermé, parce qu'évidemment, si on ne ponctionne plus sur les hôtels et les commerces, on va plutôt dégrader quand même l'économie du système quelque part. Il faudrait bien qu'on le retrouve. Voilà. Bon. Mais c'était une piste que j'ai évoquée, que j'assume effectivement, et je me fais confiance aux différents acteurs pour que, dès lors qu'on aura affiché cette perspective qui pourrait leur paraître négative, ils trouvent une autre solution. Monsieur Arkwright, qu'est-ce que vous pensez de cette taxe évoquée? Est-ce que c'est jouable ou est-ce que les gains de productivité également évoqués sont en cours et pourraient compenser Bon, moi j'ai 3 choses à dire. La première, c'est grâce à un travail très technique qu'on a fait avec la DGAC, puisque je rappelle que ces EDS de standard 3 sont financés par la taxe sûreté, sont financés par l'État qui lui-même se rémunère pour pouvoir rembourser les aéroports par le biais d'un produit qui s'appelle la taxe sûreté. J'insiste sur le séquencement et le cadencement du raisonnement. On a fait grâce vraiment au dialogue très technique qu'on a eu avec la DGAC et grâce aux efforts qu'ont fait tous les opérateurs de sûreté. Je crois qu'il faut quand même rendre hommage à tous ceux qui travaillent dans ce domaine. C'est pas facile. Ce sont des métiers difficiles, en contact direct du passager, avec une technicité, une pression qui pèse sur des collaborateurs qui n'ont pas forcément un niveau de reconnaissance et de valorisation qui est élevé. Et donc, c'est une profession qui mérite un peu de cette reconnaissance. Et aujourd'hui, par le biais des investissements que nous avons faits, c'est-à-dire regrouper toute l'inspection filtrage par des grandes zones. Premier facteur de productivité. Deuxième facteur de productivité, passer de l'obligation de moyens. Je demande à un opérateur de mettre en place X volume horaire de collaborateurs parce que je pense que le trafic nécessite ces X, à une obligation de résultat et dire je ne me mêle pas de votre organisation. Ce que je vous dis, c'est que le trafic va être de X et que je veux que le passager passe en moins de tant de minutes dans 97-98% des cas. Ce passage à l'obligation de résultat qui a eu lieu sur les aéroports parisiens à l'automne dernier a combiné à ce que j'ai dit sur le regroupement des lignes, permet de dire aujourd'hui, et au travail technique fait avec la DGAC, permettent de dire aujourd'hui que nous sommes capables de financer les investissements de standard 3 sur les plateformes parisiennes à ISO taxe sûreté sur la durée de la mise en place de ces EDS de standard 3. Ce qui n'était pas complètement gagné lorsque nous avons commencé à travailler sur ce sujet il y a quelques années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toutes les réflexions, et le sénateur Capo-Canellas le sait bien, toutes les réflexions que nous avons eues sur des ressources supérieures, sur des révisions de bases taxables, se heurtent, d'une part, à beaucoup de problèmes techniques, d'autre part, mettent en évidence des gens aussi qui ne payent pas. Par exemple, un certain nombre de collaborateurs ou de passages sur des postes d'inspection filtrage professionnel ne payent pas, donc ouvre d'autres sujets. Mais si on laisse tout ça de côté, ce que ça peut dégager comme ressource n'est probablement pas à la hauteur d'enjeux. Donc peut-être qu'il y aura des évolutions, j'en sais rien, seul le législateur est légitime pour en connaître et je ne suis pas législateur, mais techniquement c'est difficile et financièrement ça a une rentabilité assez limitée. Et donc le troisième constat, c'est qu'il est probable qu'on puisse à un moment ou à un autre poser le diagnostic compagnie, gestionnaire d'infrastructure, prestataire, que le financement de la sûreté ne peut plus reposer sur le seul secteur. Et c'est ça la question à laquelle il faudra un jour que les pouvoirs publics, sur laquelle il faudra que les pouvoirs publics se penchent. C'est peut-être le sujet sur lequel on pourra collectivement les interpeller, qui est qu'il y a un moment où le secteur ne peut plus prendre en charge une explosion des coûts. Jusqu'à maintenant, on fait notre maximum. J'ai évoqué l'exemple des EDS. Ce maximum aura nécessairement une limite. Monsieur Battisti, comme on l'a dit, les coûts de sûreté sont financés en totalité par les compagnies aériennes et leurs passagers. Un niveau supérieur à ceux des autres pays européens.
et même ailleurs dans le monde. Je crois qu'aux États-Unis, l'État, les compagnies payent seulement entre guillemets 57%, c'est ça. En Allemagne, ça doit être peut-être 60-80, je ne me souviens plus. L'État donc oublie son rôle régalien. Qu'est-ce que vous préconisez ? Oui, moi je partage la conclusion d'Edouard sur on est arrivé aux limites du système. Vous évoquiez tout à l'heure 800 millions de dépenses par an. Aujourd'hui, on est en fait à 1 milliard. C'est considérable. J'expliquais en préambule qu'on a été 35% plus cher que dans la moyenne des pays européens. C'est pour les aéroports de plus d'1 million de passagers. Donc ça prouve bien qu'on dépense énormément, pas forcément toujours à bon escient, et que le problème du coût-efficacité ne se pose pas toujours. Les raisons sont multiples. Il y a un problème de gouvernance, le sénateur l'a évoqué tout à l'heure. Celui qui décide, ou ceux qui décident, parce que s'il n'y en avait qu'un, ce serait facile. Il y en a plusieurs qui décident. Et qui imposent les règles, ne sont pas ceux qui payent. Donc il y a une forme de déresponsabilisation économique dans le système lui-même. Bon. Donc ça, c'est quelque chose que l'on doit réformer. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a une écoute. Alors, il y a une écoute sur la gestion des crises et ainsi de suite, et ça fonctionne bien. Maintenant, il faut qu'on se projette, le sénateur l'a dit tout à l'heure, Vincent, il faut qu'on se projette et qu'on ne repousse pas la vague, et qu'on se pose vraiment la question. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à augmenter les dépenses ? Si c'est effectivement en les faisant peser uniquement sur les passagers et les compagnies aériennes, non. C'est impossible. C'est clairement impossible. C'est devenu insupportable. Donc il faut que l'État joue son rôle. Lorsque l'État décide, enfin le gouvernement décide de faire la guerre en Libye, qu'elle ouvre la boîte de Pandore, que l'État ouvre le gouvernement ouvre la boîte de Pandore du terrorisme international, sa responsabilité c'est de protéger les citoyens. Parce que les conséquences, c'est les citoyens, à travers les attentats et ainsi de suite, qui les supportent. Est-ce que ça doit être une catégorie particulière de citoyens parce qu'elle voyage, de payer seule sa protection ? Non. Enfin, c'est pas du tout ça. Alors, dans les autres pays, il y a des différences qui sont très importantes. Et là encore, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Lorsqu'il y a eu les événements du 11 septembre aux États-Unis, on a assisté à un mouvement complètement inverse entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, le coût de la sécurité, de la sûreté a été totalement pris en charge par l'État. Les mesures ont été renforcées et c'était un enjeu régalien et donc l'État a assumé son rôle dans un pays réputé être ultralibéral. En France, ça a été exactement l'inverse. On a retiré les policiers, on a retiré les gendarmes des aéroports et on a fait des règlements en disant vous les appliquez, vous aéroports et compagnie, et c'est vous qui allez payer. Bon, aujourd'hui, le système américain a évolué parce qu'il était insupportable que ce soit 100% l'État, puisqu'effectivement, on est au-delà de 50% de prise en charge par l'État et en gros 43% par les compagnies aériennes et les passagers. En France, c'est du 100%. Et ça ne peut pas continuer. Je crois que fondamentalement, ça ne peut pas continuer. Ensuite se pose une autre question qu'on abordera peut-être tout à l'heure, c'est celui de la gouvernance du système et de son évolution, qui est, à mon avis, indispensable et qui est une clé pour avoir un système beaucoup plus vertueux dans le futur proche. Monsieur Capo-Canellas, comment faire ? Vous l'avez dit, les finances de l'État ne sont pas extensibles. Les besoins sont accrus. Comment faire, alors, selon vous ? D'abord, l'État n'est pas le seul responsable. L'État, c'est nous tous. La profession, et je sais qu'elle le fait notamment ici, doit faire des efforts pour faire des propositions, les faire ensemble pour faire évoluer le système. On a un sujet global en France qui est le niveau des impôts et le niveau des dépenses de l'État. Et ce sujet-là, il est connexe parce que si l'État fait sa révolution culturelle et se recentre sur les fonctions de base, évidemment, il saura à ce moment-là mettre plus de moyens sur la sécurité, sur la sûreté, ce qu'on pourrait souhaiter, parce qu'effectivement, c'est plutôt régalien, cette affaire-là. Bon. La difficulté, c'est que tant que la première partie de la proposition n'est pas réalisée, la deuxième ne marchera pas. Donc il y a un sujet qui est la réforme de l'État, d'abord, globalement. Bon, donc aujourd'hui, il faut partager le coût dans un système qui est ancien, qui est assez largement basé sur un modèle à un moment donné où le trafic augmentait et où l'économie globale du transport aérien n'était pas la même. Et donc,
on est dans un moment où il faut sans doute réfléchir à une autre régulation du système, et peut-être d'ailleurs à un régulateur un petit peu plus affirmé, voire réellement présent. Voilà. Donc la facilité, ça serait de dire effectivement c'est la faute de l'État. Pour une part, oui, mais il faut changer le modèle. Il va falloir le faire. On est quand même sur un système qui est un peu dingo, parce que quand vous prenez même le budget de la DGAC, c'est formidable parce qu'il y a la dette. C'est un budget annexe, et quand ça ne s'équilibre pas, eh bien on augmente la dette. Voilà, vous allez expliquer ça à une entreprise, elle vous regarde avec des yeux ronds en vous disant dans quel monde vivez-vous. Donc on a ce système-là qu'il va falloir sans doute qu'on réforme. L'État aujourd'hui doit faire un travail de stratégie, de définition d'une vision pour le transport aérien, avec cet élément-là qui est celui effectivement de la sûreté à l'intérieur. Alors après, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on est trop dans la tectonique des plaques et l'ajout des mesures. Je prendrai juste un exemple. Bien souvent, quand il y a une mesure nouvelle qui est mise en place, c'est le fruit d'un arbitrage entre services. Prenez par exemple en zone dite ville des aéroports, la réforme qui consiste à donner des pouvoirs au préfet de police, justement pour faire que la PAF soit moins embêtée à Roissy, par exemple, à s'occuper d'aérovilles ou des accès qui sont côté ville, qui sont vraiment très loin du cœur du sujet. Bon. Et ça, c'est une bonne réforme. Bien. Donc le PP, maintenant, remet des moyens sur Roissy et sur le Bourget. Assez curieusement, le sujet d'Orly n'était pas traité. Il a fallu que j'amende au Sénat, un peu contre tout le monde, contre le ministre de l'Intérieur notamment, pour dire, attendez, s'il y a un système de régulation de la zone ville côté Roissy, le Bourget, pourquoi Orly est en dehors? Bon, ça m'a valu un appel courroucé du préfet de Val-de-Marne de l'époque, qui me dit, c'est scandaleux, vous m'enlevez des pouvoirs. Je dis, c'est pas le sujet c'est la sûreté des passagers et des personnels et de tout le monde. Okay, voilà, bon. Donc il y a une difficulté logique d'arbitrage interne de l'État. Voilà, donc finalement, au 1er janvier l'année prochaine, la régulation sera la même sur ce plan-là, en tout cas, à Orly, mais il a fallu qu'on passe le Parlement contre tout le monde. Voilà, là-dessus. Donc, voilà, on a besoin, en tout cas, de faire des propositions pour aider l'État aussi à se réformer sur ce sujet-là, comme d'ailleurs sur l'ensemble de la régulation du domaine. Monsieur Capo-Canelas, vous avez évoqué le côté ville. Hein. On a vu après les attentats à Bruxelles, la tentative à Orly en février, l'attentat à Atatürk, que la sécurisation de la zone ville faisait débat, notamment sur la mise en place de postes d'inspection filtrage à l'entrée des aéroports. Est-ce que, visiblement, avec tout ça, donc il y en avait à Atatürk et ça n'a pas empêché les terroristes de passer, donc ce débat est peut-être derrière. Je ne sais pas comment sécuriser davantage donc, la zone ville sans mettre de postes d'inspection filtrage à l'entrée des aéroports. D'abord, je pense qu'on a eu un débat mature dans le pays avec l'ensemble des opérateurs sur cette affaire-là. Et donc, on est tous conscients que filtrer à l'entrée des aérogares, c'est repousser le problème à l'extérieur, c'est constituer des cibles à l'extérieur. Et des exemples à l'étranger, notamment en Turquie. Certaines compagnies, excusez-moi, ont été favorables. Hein. Oui, mais je pense que le débat a été relativement mature, en tout cas. À un moment donné, la proposition a failli sortir. Pas du ministre, d'ailleurs, dont on aurait pu la craindre, mais enfin, bon, ça n'est pas allé au bout. Voilà, mais ça ne marche pas. Bon. En tout cas, c'est le constat. Alors après, ça veut dire que dès l'entrée dans l'aérogare, il faut développer ce qui a déjà été en partie fait, c'est-à-dire les équipes cynophiles, avec quand même à l'esprit qu'un chien, au bout de 20 minutes, il n'a pas la même attention et puis qu'il faut s'arrêter, donc il faut faire tourner le chien. C'est les contrôles aléatoires, c'est ce qu'on a évoqué aussi sur potentiellement la reconnaissance faciale, mais là aussi, on n'est pas tout à fait à la maturité du système et il y a un petit sujet juridique qu'il faut qu'on arrive à cadrer. C'est aussi, je pense, le contrôle différencié. Il faut en tout cas expérimenter le contrôle différencié. Moi, je suis favorable. Voilà, c'est cet ensemble de mesures qui doit nous permettre de rehausser le niveau, mais je veux dire que là par contre, l'État est quand même bien présent. On a vu les patrouilles sentinelles, on a vu leur efficacité. Et en tout cas, on peut écarter l'hypothèse des filtrages en entrée aérogare. Monsieur Arkwright, sur ce point?
Bon, sur ce point, effectivement, moi je rappelle quand même qu'il y a eu plus de 40 morts à Atatürk, dont 13 collaborateurs du groupe salariés d'Atatürk, et que donc on a bien vu à cette occasion combien cette réponse sur la zone ville n'était pas une bonne réponse. Deuxième, vous avez cité Orly, ce qu'on a vu à Orly, et je remercie Vincent Capo-Canellas de l'avoir dit, rendons hommage aux forces de l'ordre, ce qui s'est passé à Orly a montré l'efficacité du système. La phrase a une durée de péremption qui est la seconde, mais enfin à Orly on a vu que ça avait fonctionné. Donc je pense qu'il y a deux séries de choses qui sont possibles sur le côté ville. Le premier, c'est la création de l'ALEA. Voilà. L'ALEA, c'est le sens du cynophile, c'est le sens des mesures d'ouverture de sacs aléatoires. Je remercie sincèrement l'État parce que nous avons eu des présences militaires, policières et de gendarmerie dans nos aéroports et singulièrement dans les zones publiques qui n'ont pas fait défaut, alors qu'à des moments où les forces de l'ordre étaient extrêmement sollicitées, l'État a maintenu et a accru sa présence dans les zones publiques. Donc voilà, tous ces exemples-là, ça participe à la création de l'ALEA. Vous pouvez toujours avoir envie d'essayer de tenter quelque chose dans une zone publique d'un aéroport. L'ALEA que vous échouez, le risque que vous échouez est très élevé. On l'a vu à Orly. Ce n'est pas la seule réponse. On va revenir sur le début de la table ronde avec l'innovation. C'est tout ce qui permet de prévenir, de se dire il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Surveillance des véhicules avant leur arrivée sur la plateforme, surveillance des passagers qui arriveraient par les transports en commun, d'où le travail que nous faisons avec des opérateurs, analyse comportementale, et donc tout le développement des techniques d'analyse comportementale pour identifier des personnes qui auraient des comportements qui ne seraient pas des comportements rationnels, logiques, cohérents. C'est plus facile de déployer ce genre de technique dans des zones publiques d'aéroports où les flux et les parcours de passagers sont relativement modélisables, à la différence de nos collègues qui sont sur les gares, sur lesquels, au contraire, les parcours des personnes physiques dans les gares sont beaucoup plus aléatoires. Donc on a des partages d'expérience avec des gestionnaires d'infrastructures sur ce sujet. Et puis, chez ADP, nous conduisons, dans le cadre d'une autorisation accordée par la CNIL, avec des collaborateurs volontaires, des tests très poussés de reconnaissance faciale pour essayer d'identifier physiquement, non pas par le comportement, mais par le visage, des personnes qui n'auraient pas à se trouver dans l'endroit où il est. Et voilà, tout cela est fait, de manière évidemment extrêmement discrète et confidentielle dans le cadre d'autorisations qui ont été données et très respectueuses des libertés publiques pour pouvoir savoir s'il y a là des choses qui peuvent guider les mesures qui pourraient être prises dans l'avenir. Monsieur Battisti, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce point de la... Non, je crois qu'Edouard était extrêmement clair et nous partageons, nous, compagnies, les process et les idées qui viennent d'être exposées parce que c'est vraiment l'expérience client, la fluidité du parcours et en même temps ne pas dégrader le niveau de sécurité. Et je crois que ce qui est imaginé et expliqué correspond à ces attentes-là. Moi, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur la gouvernance du système. Aujourd'hui, on a un budget d'1 milliard. Demain, ce sera 1,2 milliard, 1,3 milliard, puisque l'amortissement des tomographes, c'est 150 à 250 millions d'euros supplémentaires par an, plus les nouvelles menaces qui nous feront découvrir de nouveaux outils et la nécessité de les mettre en place. Donc, on sait qu'on est face à un budget qui, de toute façon, va déraper. Donc il y a l'intervention de l'État qui me semble une évidence, c'est nécessaire. Mais au-delà de ça, il faut réguler le système, il faut surtout le gouverner. Aujourd'hui, vous avez 4 intervenants. Vous avez la police ou la gendarmerie côté city side, comme on dit, côté ville. Vous avez la gendarmerie du transport aérien dans sa spécificité. Vous avez la police aux frontières et vous avez la douane. Tout ça fonctionne de façon séparée. Je ne dis pas non coordonnée, mais de façon séparée. Et là-dessus, vous ajoutez un préfet qui va décider de ce qui est nécessaire dans tel aéroport, à Bordeaux par exemple. La nécessité n'est pas la même que celle de Marseille ou celle de Nice. Ça, ce n'est pas acceptable. Il faut qu'on vienne à des choses homogènes, avec un socle commun qui est déterminé par une agence ou par un service détaché de l'État qui coordonne tout ça, qui fait fonctionner tout ça et dans une vision vertueuse en termes économiques et aussi en termes d'efficacité. Donc c'est ce que les Américains ont fait à travers la TSA, c'est-à-dire une agence dédiée
quand on s'apprête à dépenser 1,2 milliard chaque année pendant des décennies à venir, je pense qu'il est nécessaire maintenant d'imaginer un nouveau système avec une nouvelle gouvernance et une responsabilité véritable. C'est un peu le sens de certaines idées qui sont évoquées en ce moment politiquement, avec une direction, une responsabilisation de la direction sur des objectifs et sur un budget. Et j'appelle quelque part à la création de cette agence qui soit en charge de la sûreté, avec une homogénéisation. Évidemment, ça, sur des grands aéroports comme ceux qu'on évoque à Orly ou à Roissy, il y a des choses particulières. Sur les hubs, il y a des choses particulières à mettre en place. Mais il faut quand même un socle commun, et ce n'est pas un préfet parmi 100 de décider que la règle chez lui n'est pas la même qu'ailleurs. Ça, c'est complètement insupportable dans un pays moderne. Est-ce qu'il y a, on a un petit peu, non, on est dans les temps, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si oui, n'hésitez pas à vous présenter. Moi, j'ai une question, Fabrice. Il y a une chaise vide, c'est la DGAC qui n'est pas venue ou... Elle est dans la salle. Non, effectivement, on a proposé la DGAC qui n'a pas souhaité, pour des raisons de calendrier, tout simplement avec les élections. Voilà. La DGAC était venue il y a 2 ans. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette volonté de sécuriser, voire sursécuriser le transport aérien, une composante culturelle, historique, peut-être même un peu irrationnelle? Je reprends ce que vous aviez dit un tout petit peu au début. Dans le transport ferroviaire, il y a beaucoup moins de contraintes de sécurité. La menace est là, mais il n'y a pas tellement de difficultés. Il y a une menace, évidemment. Il y a eu des incidents, la presse s'en est fait écho. Mais on accède beaucoup plus dans le train, beaucoup moins dans l'aviation, et aussi bien en France que dans le reste de l'Europe et aux États-Unis. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, ma question est là, une composante culturelle ou irrationnelle qui pourrait avoir une solution partielle dans une communication adaptée? Voilà. Merci beaucoup. Qui veut répondre? C'est intéressant votre question. L'histoire de l'aérien, c'est quand même l'histoire d'un mode de transport contre nature qui ne devait pas décoller. Donc, on emmène des gens dans l'air, dans un biotope qui n'est pas censé être le leur. Et donc, le fait de se dire que le transport aérien ait une vigilance et une attention particulière sur la sécurité, quelle qu'en soit la forme, là on parle de terrorisme, mais ça peut être un souci technique, ça me paraît consubstantiel, vous avez dit culturel, je dirais que c'est consubstantiel à la genèse même du transport aérien. Alors peut-être que ça déclenche des phénomènes culturels comme vous évoquez, mais je pense que la source, elle est vraiment dans le fait qu'il y a des gens qui ont eu un génie, qui était de faire quelque chose que tout le monde disait impossible, et qui donc essayent de prolonger cette histoire par le fait de garantir que lorsque oui, vous êtes en l'air, vous arriverez sain et sauf. Oui, 2 mots. D'abord, je pense que, comme Édouard vient de le dire, l'honneur du transport aérien, c'est de faire qu'un passager part d'un point, arrive à un autre point dans les meilleures conditions de confort, de sécurité et de sûreté. Bon. Et ensuite, il y a une réalité qu'on observe tous, c'est que malheureusement, le transport aérien est une cible parce qu'il y a une massification, parce que c'est médiatique. Bon, voilà. Si on était uniquement strictement rationnel et cynique, je pourrais déjà vous répondre que l'effet économique des attentats lorsqu'ils se produisent est tel que ça peut mettre en danger un aéroport, une compagnie, etc. Donc voilà. Donc, si c'était ça serait peut-être que le dernier argument, celui-ci, mais quand même. Voilà, donc on est forcément dans cette obligation d'être toujours en réflexion. On voit bien que les terroristes, de toute façon, frappent tous azimuts. Hein, quand ils frappent sur la promenade des Anglais, c'est pas un mode de transport qui est visé, mais c'est aussi une volonté d'être spectaculaire. Quand ils frappent un homme d'église, etc., voilà, tous les symboles. Donc, on est dans ce phénomène aussi où le pays et où le monde entier est confronté à ça. Et donc, on a un changement culturel
à conduire, nous tous, et ça passe aussi par la responsabilisation de chacun. Voilà, mais je pense que le changement culturel, il est plutôt de nous adapter à une réalité qui est connue, qui est mouvante, qui est difficile à vivre, qui engendre des contraintes, mais il faut vivre avec. Est-ce qu'il y a... Oui. Donc il y a 2 ou 3 questions. Les micros. Monsieur Vigoureux. Oui, Thierry Vigoureux, Le Point. Vous avez peut-être constaté ces derniers mois une évolution extrêmement importante du passage aux frontières de l'immigration aux États-Unis dans des aéroports comme New York, Los Angeles, etc. Le passager, autrefois, c'était une vraie calamité, des attentes très longues. Aujourd'hui, le passager met son passeport dans un automate, se prend en photo lui-même, saisit lui-même ses empreintes digitales, il reçoit un reçu et après, il sort et présente le reçu. L'agent d'immigration compare la photo sur le reçu et votre visage et c'est réglé. Alors, à Paris, plutôt que de dépenser des millions dans des paraphes dont on sait pertinemment qu'ils marchent mal, qu'ils ont une génération de retard par rapport à la reconnaissance faciale que l'on trouve notamment à Londres, qui est extrêmement fluide, pourquoi, dans un stade intermédiaire, développe-t-on pas ces automates qui sont extrêmement simples, peu coûteux et qui fluidifieraient considérablement le passage aux frontières? Oui, visiblement. La reconnaissance faciale, on pourrait la faire aujourd'hui, monsieur. La technologie le permet. Pourquoi ? Appelez le ministère de l'Intérieur. Et parce que le ministère de l'Intérieur, pour des raisons qui sont légitimes, en tout cas c'est lui qui les prescrit, dit qu'il faut un certain nombre de personnes, un certain nombre de tests, etc., etc., tests qui ont été réalisés avec un peu d'avance par leurs collègues britanniques et avec un peu moins d'avance par nos collègues français, fait que ce qui est aujourd'hui la gare du Nord est un exemple de ce qu'ont fait les Britanniques et un peu comme la peinture de la vanité au-dessus de notre tête en nous disant dépêchons-nous de faire pareil, quoi. Et donc le dépêchons-nous, ça va nous amener, je l'espère, au printemps 2018. Mais aujourd'hui, techniquement, ce que nous avons acheté, ce que les industriels nous fournissent, permettrait de faire de la reconnaissance faciale. Deuxièmement, votre idée, elle est excellente. D'ailleurs, ça fait un certain temps qu'on en parle avec l'intérieur. Les technologies à mettre en œuvre ne sont pas très différentes de celles de la reconnaissance faciale. Donc, techniquement, ce n'est pas compliqué. Le problème, c'est qu'il faut que les serveurs du ministère de l'Intérieur suivent et il faut revoir les process avec nos collègues des compagnies aériennes. Ce deuxième point est aisé. Le premier est plus long à solutionner. Voilà. Et on peut vous faire des machines. En fait, les machines américaines, elles interrogent les bases pendant que vous faites tout ça. Et donc, elles font exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure sur le fait qu'on profite d'un temps pour faire quelque chose que sinon vous attendez, qui est fait pendant que vous attendez devant l'hygiaphone ou la vitre ou la caméra du policier ou du responsable qui est en face de vous. L'idée, elle est exactement la même. Et ça, on pourrait le faire. Il faut juste avoir des systèmes d'information qui suivent. Monsieur. Bonjour, je suis Patrick Malval, je dirige une compagnie aérienne du groupe IAG qui est basée à Orly, qui s'appelle Open Skies. D'abord, je veux remercier les intervenants parce que je crois que vous avez bien posé les problèmes, l'ensemble des problèmes. L'une des choses qui m'interpelle le plus, en fait, parce que ces conversations, ça fait très très longtemps que nous les avons, plusieurs années maintenant. Le 11 septembre ne date pas d'hier. C'est pourquoi est-ce que nous mettons autant de temps à améliorer la coordination? Parce que je crois qu'en fait, le plus gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est la coordination dans ce pays. Nous avons les moyens technologiques, c'est absolument évident, on les voit partout. J'utilise l'aéroport d'Israël quasiment toutes les semaines et je vois à quel point les choses se sont améliorées depuis maintenant de nombreuses années et continuent de s'améliorer. Nous travaillons avec la TSA et je vous rejoins absolument sur ce point. Avoir une agence qui coordonne tout aujourd'hui simplifie notre vie de façon spectaculaire et en plus réduit nos coûts. Et on se rend compte qu'en France, on parle beaucoup depuis très très longtemps de ces sujets, avec des gens qui sont absolument brillants d'ailleurs, hein. Je pense que la façon dont vous avez posé les problèmes le démontre. Donc ma grande question, c'est qu'est-ce que nous attendons? Nous voyons
le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous voyons à quel point la France est la cible depuis maintenant de nombreux mois et nous continuons à débattre sans prendre de décision. Et vous savez, pour nous, les compagnies aériennes, alors d'abord, on veut remercier tous les gens qui travaillent sur ces sujets parce qu'évidemment, ils sont absolument fondamentaux pour nous. Mais la grande question que nous nous posons, c'est quand est-ce qu'on va prendre conscience du fait que nous n'avons pas atteint la limite. Nous avons déjà largement dépassé la limite économique pour nous, la limite pour nos clients, qu'après, il faut que nous gérions dans les avions. Et je ne vous parle pas des problèmes de ponctualité que tous ces problèmes engendrent également pour nous. Alors, on sait que ce n'est pas facile, on sait qu'il y a même des métiers qui sont très difficiles, mais vous voyez, vous parliez tout à l'heure des difficultés à l'aéroport d'Orly, les 60-90 minutes, j'en témoigne, d'attente aujourd'hui pour pouvoir aller airside, on le vit tous les jours. Nous savons que nous avons un problème d'effectifs chronique de la PAF, avec des gens qui ont reçu de plus en plus de responsabilités, qui ne savent plus où donner de la tête. Certains d'entre eux vivent parfois un véritable cauchemar dans leur travail, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour les aider, parce que ce n'est pas leur faute, les pauvres. Hein. C'est un problème simple. On a juste là à régler des effectifs. Ça fait maintenant des mois et des mois qu'on parle de ce problème. Il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que personne ne coordonne véritablement. Vous avez fourni la question et puis vous avez donné vous-même la réponse, en fait, en disant que personne ne coordonne véritablement. Et quand Édouard Arcraï évoque les difficultés avec des mots choisis et un langage diplomatique au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est vrai qu'on a un problème. Parce que tout à l'heure, quand Alain Battisti disait il y a X services, il y en a une bonne douzaine. Il faut aussi rajouter l'UCLAT, il faut aussi rajouter le SGDSN, etc. Donc rien que sur l'analyse de la menace, etc. Alors on me dit c'est formidable parce qu'il y a une commission interministérielle qui se réunit 2 fois par an. Tenez-vous bien, c'est soi-disant le directeur de cabinet du Premier ministre ou un conseiller qui est chargé de l'animer et ça règle tout. Voilà, bon, donc il y a un problème de coordination, vous l'avez bien dit. Alain a cité tout à l'heure l'hypothèse de création d'une agence. Bon. Alors moi, je ne suis pas arc-bouté sur le mot agence, mais je dis qu'il faudrait quand même un lieu unique de coordination de ces questions-là et un lieu réactif et un lieu d'arbitrage clair qui aille jusqu'au détail quand même, après, dans les aéroports, de savoir si la PAF est là ou pas là, s'il y a assez d'effectifs ou pas et comment on régule tout ça. Donc voilà, donc j'ai proposé moi une agence dans mon rapport pour faire avancer les choses, pour lancer la balle, mais il faudra qu'on obtienne un arbitrage. J'espère que le gouvernement va se pencher enfin sur ce sujet-là, parce que c'est nécessaire. Oui, juste une précision, effectivement, enfin, ce que vous évoquez en tant que compagnie aérienne, je le vis personnellement tous les jours, le groupe Air France de la même façon, tous les opérateurs français. La notion d'agence que j'évoquais, simplement, c'est une question de réalisme économique. Quand on dépense 1 milliard par an, enfin, je ne sais pas, mais il faut quand même se poser la question de comment on peut mieux gérer ce budget. Et aujourd'hui, on s'apprête à dépenser 1,2 milliard, 1,3 milliard. Donc il va bien falloir à un moment donné qu'il y ait une gouvernance. Alors ça peut être une agence, ça peut être un comité de l'État, mais effectivement, ce n'est pas 2 sessions de réunion par an. C'est quelqu'un de responsable, avec un staff responsable, directement engagé au quotidien, et avec un vrai levier sur toutes les administrations concernées. C'est ça. C'est ce que font les Américains, mais c'est ce que font d'autres pays européens maintenant. Et c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire. Alors on est à l'époque de grandes réformes, enfin en tout cas on les attend tous, je crois, ou beaucoup d'entre nous les attendons. C'est le moment justement de prendre en main cet aspect-là, avec le niveau de sûreté qui doit rester le plus élevé. C'était le thème du débat de Fabrice. Très bien, écoutez, ce débat est terminé. Merci à nos intervenants, vous pouvez les applaudir.